La pluie tombait en rideaux sur les pavés de la rue Saint-Honoré, dessinant des rivières argentées qui se mêlaient à la boue et au parfum ténu des fleurs humides. Sous la lueur vacillante d'un réverbère, Élodie Morel, le visage encadré de mèches brunes échappées de son bonnet, tendait un bouquet de violettes à une passante pressée. Son regard, d'un vert profond, s'embrumait de fatigue, mais aucune plainte ne franchissait ses lèvres. Derrière elle, la silhouette voûtée de sa mère, visible à la fenêtre du petit appartement du premier étage, la surveillait avec une inquiétude muette. « Mademoiselle, combien pour ce lys ?» demanda un homme en cape, sa voix éraillée par le froid. Élodie lui adressa un sourire doux, empreint d'une politesse presque aristocratique. « 3 sous, monsieur. Mais prenez ce brin de muguet, il porte bonheur, dit-on. » L'homme, surpris par tant de grâce chez une simple vendeuse de fleurs, la remercia avant de disparaître dans la brume. À quelques pas de là, un élégant fiacre s'arrêta, éclaboussant d'eau sale le trottoir. Derrière la vitre, Adrien de Montclerc, marquis de Béllune, observait la scène avec une attention peu coutumière. Son visage, marqué par la noblesse et une curiosité insatiable, s'illumina lorsqu'il croisa les yeux d'Élodie. Un bref instant, il crut voir une lueur de défi dans ce regard franc, une dignité qui tranchait avec la misère ambiante. « Pourquoi t'attardes-tu, Adrien ?» lança son cocher, inquiet de la pluie. « Avance, Pierre, mais lentement, » ordonna le marquis sans quitter la jeune femme des yeux. Adrien suivit Élodie du regard alors qu'elle rangeait ses fleurs dans un panier effrangé et remontait la rue, ses pas glissant sur les dalles mouillées. Il descendit de son carrosse, dissimulé sous un parapluie noir, et la suivit à distance, fasciné par la grâce simple de ses gestes, la noblesse de son port même sous la cape usée. La rumeur de la ville, en ce printemps de 1842, vibrait de souvenirs et d'incertitudes. Les murmures sur la famille royale exilée, les espoirs déçus de la monarchie, flottaient dans l'air aussi sûrement que la brume sur la Seine. Élodie gravit l'escalier étroit qui menait à sa mansarde, le cœur lourd mais le menton haut. Dès qu'elle poussa la porte, sa mère, pâle et fragile, l'accueillit d'un regard inquiet. « Tu n'as parlé à personne de ta vie d'avant ?» chuchota-t-elle, la voix brisée. Élodie secoua la tête, posant doucement le panier sur la table. « Non, maman, personne ne sait. Ici, je ne suis qu'une vendeuse de fleurs. » La vieille femme saisit la main de sa fille, la pressant avec une force désespérée. « Promets-moi de ne jamais oublier. Un mot, un geste, et ils te reconnaîtront. Il y a trop à perdre. » Élodie sourit tristement. « Je te le promets. » Au même instant, dans un salon doré du faubourg Saint-Germain, Adrien de Montclerc pénétrait dans la lumière crue des lustres de cristal. Autour de lui, la haute société s'agitait, les voix murmurant des jugements, des alliances, des noms de prétendantes. « Adrien, mon fils !» s'exclama la marquise, accourant à sa rencontre, parée de soie ivoire et de diamants. « Il est temps que tu songes à ton avenir. Mademoiselle de Villiers est ravissante, et sa dot. » Le marquis coupa la parole d'un geste las. « Je choisirai en mon temps. » Son père, le visage grave, posa une main ferme sur son épaule. « Les Montclerc ne peuvent t'attendre éternellement. Il te faut une épouse, et digne de notre nom. » Mais Adrien, distrait, se remémorait déjà la silhouette d'Élodie, sa voix douce, ce regard fier qui ne quittait plus son esprit. Alors que les rires et les valses envahissèrent le salon, un trouble inavoué se glissait dans le cœur du jeune marquis. Dans l'obscurité de sa chambre, Élodie, assise au chevet de sa mère endormie, laissa glisser entre ses doigts un vieux ruban de satin bleu, souvenir d'un passé qu'elle devait à tout prix cacher. La nuit, complice, étouffait Paris sous son voile humide, mais les destins, eux, venaient de s'effleurer. Une promesse silencieuse s'écrivait déjà, quelque part, entre la misère et les ors de la ville. La pluie, fidèle compagne de ce printemps capricieux, ruisselait sur les toits du marché des innocents. Les étoffes détrempées
les pavés luisants, tout semblait conspirer à effacer les frontières entre riches et pauvres. Au cœur de ce tumulte, Élodie, emmitouflée dans son châle rapiécé, arrangeait ses bouquets avec la minutie d'une orfèvre. Son regard glissait par moments sur la foule, toujours aux aguets, soucieuse de ne laisser échapper ni menace ni opportunité. Le claquement d'un fouet résonna. Un fiacre s'arrêta non loin, et Adrien de Montclair, vêtu d'une redingote sombre, en descendit, un parapluie à la main. L'eau perlait sur ses cheveux bruns, mais il n'y prit garde. Il fendit la foule, l'œil fixé sur le petit étal d'Élodie, comme attiré par une force invisible. « Un bouquet de pivoine, s'il vous plaît », demanda-t-il d'une voix douce mais assurée. Élodie, sans relever la tête, tendit le bouquet, ses doigts fins tremblant à peine. « Merci, monsieur. Les pivoines portent de bonheur, dit-on. » Adrien hésita, cherchant à capter son regard. « Et vous, mademoiselle, croyez-vous à la chance ?» Élodie garda les yeux baissés, se protégeant derrière la modestie de son rôle. « Je crois au travail, monsieur. La chance, c'est pour ceux qui peuvent l'attendre. » Un silence gênant s'installa, troublé par le vacarme du marché. Soudain, un gamin efflanqué, à la tignasse indomptable, se glissa entre les passants et d'un geste habile glissa sa main vers la poche du marquis. Adrien ne sentit qu'un léger frôlement. « Hé !» cria-t-il, se retournant vivement. Mais avant qu'il n'ait pu réagir, Élodie avait déjà saisi le bras du garçon. « Lâche ça, Paulin », siffla-t-elle, d'une voix basse mais ferme. Le gamin, surpris, tenta de se dégager. Un bref combat s'engagea, Élodie agrippant le poignet du voleur. Dans le mouvement, sa manche remonta, dévoilant une fine cicatrice blanche qui barrait l'intérieur de son poignet gauche. Adrien, attentif, nota ce détail. Il connaissait ce genre de marque. Chez certaines familles royales, on pratiquait autrefois une légère incision à la naissance, signe secret de leur lignée. Le garçon finit par lâcher la bourse, s'enfuyant à toutes jambes sous la pluie. Élodie, haletante, tendit la bourse à Adrien sans oser le regarder. « Je vous la rends, monsieur. Faites attention. » Adrien prit la bourse, sa main frôlant celle d'Élodie. « Merci, mademoiselle. Vous avez de bons réflexes et beaucoup de courage. » Elle haussa les épaules, tentant de masquer son trouble. Il faut bien se défendre dans ce quartier. Mais Adrien n'était plus tout à fait le même. La vision de cette cicatrice l'obsédait, éveillant en lui une curiosité irrépressible. Il s'éloigna, feignant l'indifférence, mais, à peine hors de vue, il glissa dans une ruelle pour observer la jeune femme à distance. Élodie, quant à elle, se força à reprendre son travail, mais ses mains tremblaient. Le marché lui semblait soudain hostile, chaque regard une menace. Le soir venu, Adrien retrouva un vieil ami de confiance, Lucien, secrétaire discret de la préfecture. « Dis-moi, Lucien, connais-tu une jeune vendeuse de fleurs, brune, au regard sombre, qui travaille aux innocents ?» Lucien sourit, intrigué. « Il y a des dizaines de jeunes filles sur ce marché, mais celle que tu décris, elle n'est pas du quartier, je crois. On dit qu'elle vit avec sa mère malade et qu'elle est plus instruite qu'elle ne veut bien le montrer. Pourquoi t'intéresses-tu à elle ?» Adrien baissa la voix. « J'ai vu une marque, une cicatrice sur son poignet. Cela m'a frappé. » Lucien se pencha, l'air soudain grave. « Il existe des familles qui portent de tels signes, c'était vrai. Mais, Adrien, prends garde. Certains secrets valent mieux d'être oubliés. » Pendant ce temps, Élodie gravissait les marches de son immeuble, le cœur serré. Dans la mansarde étroite, sa mère l'attendait, les traits tirés par la fièvre. « Tu es rentré tard, mon ange. Tu as vu quelqu'un » demanda-t-elle d'une voix inquiète. Élodie soupira, s'asseyant près du lit. « Le marquis est revenu. Il m'a acheté des fleurs. Un garçon a essayé de le voler. Je l'ai empêché. Mais il a vu ma cicatrice. » La mère d'Élodie pâlit, serrant la main de sa fille entre les siennes. « Il faut être plus prudente, Élodie. Cette marque, elle nous trahirait s'il savait. Promets-moi d'être plus vigilante. » Élodie détourna les yeux, douloureuse. « Je fais de mon mieux, maman, mais je ne peux pas abandonner le marché.
nous avons besoin de l'argent. » La vieille femme laissa échapper un sanglot. « Je crains pour toi, ma petite. Les gens de leur monde sont curieux. Si le marquis revient. » Élodie l'interrompit, la voix ferme. « Je saurai l'éviter. Je ne veux pas qu'il découvre qui je suis. » Mais, au fond d'elle-même, elle savait que le regard d'Adrien la poursuivrait désormais. Et si la faim la contraignait à retourner au marché, elle risquait chaque jour un peu plus d'être démasquée. Le lendemain, Élodie traversa la ville sous un ciel de plomb, son panier serré contre elle, surveillant sans cesse les visages inconnus. Au détour d'une ruelle, elle croisa Paulin, le petit voleur. Il lui lança un clin d'œil complice. « Merci de m'avoir couvert, madame. Si vous avez besoin, je peux vous prévenir si le marquis rôde. » Élodie esquissa un sourire amer. « Prends soin de toi, Paulin, et tâche de ne plus voler. » Plus loin, Adrien interrogeait un libraire du quartier. « Cette jeune fille, Élodie, vous savez d'où elle vient ?» Le vieil homme le dévisagea, prudent. « Elle protège bien ses secrets, monsieur, mais il y a dans sa façon de parler, de marcher, quelque chose qui ne trompe pas. » Adrien repartit, la tête pleine d'hypothèses. Plus il cherchait à percer le mystère d'Élodie, plus il se sentait attiré par elle. Le soir, alors que Paris s'enfonçait dans l'obscurité, la mère d'Élodie s'assit au bord de la fenêtre, les yeux fixés sur la rue. « Si jamais ils nous reconnaissent, Élodie, il faudra fuir. Il n'y aura pas de seconde chance. » La jeune femme acquiesça, la gorge nouée. « Je comprends, maman. Mais tant que je peux vendre mes fleurs, je tiendrai. » Sur le marché, le lendemain, la pluie reprenait de plus belle. Élodie resserra son châle autour de ses épaules, guettant le moindre mouvement. Au loin, la silhouette d'Adrien apparut, se mêlant à la foule. Un frisson la parcourut, entre peur et l'espoir. Le jeu du chat et de la souris ne faisait que commencer, et Paris, vaste théâtre d'ombres et de secrets, s'apprêtait à les engloutir tous deux dans ses intrigues. Dans la lumière grise de l'aube, une main anonyme glissa un billet sous le bouquet d'Élodie. Quelques mots griffonnés, une promesse de rencontre. La tension monta d'un cran. Le destin semblait prêt à frapper à nouveau. Un grondement de tonnerre fendit le ciel de Paris, précipitant la foule vers les abris les plus proches. La pluie, furieuse, fouettait les toits et transperçait les étoffes, rendant toute fuite inutile. Élodie, tenant son panier de fleurs ruisselant, se pressa contre les murs gris, jusqu'à apercevoir la silhouette rassurante de l'église Saint-Roch. Elle franchit le seuil, le cœur battant, trempé jusqu'aux os. L'intérieur, silencieux et sombre, offrait un répit sacré, troublé seulement par le murmure de quelques fidèles venus s'abriter de la tempête. Elle s'agenouilla sur un banc, tâchant de retrouver son souffle, le regard fixé sur la lumière vacillante des cierges. Ses mains glacées serraient le ruban de son panier, tandis que son esprit vagabondait entre la crainte et le soulagement. Des pas résonnèrent derrière elle. Adrien, les cheveux gouttants, s'arrêta à quelques mètres, secouant discrètement son manteau. Il croisa le regard d'Élodie, hésita, puis s'avança, porté par une impulsion qu'il ne chercha pas à réprimer. « La pluie ne fait de cadeau à personne aujourd'hui, » murmura-t-il, s'asseyant à une distance respectueuse. Élodie détourna la tête, masquant sa surprise. « Paris a le don de changer d'humeur aussi vite que ses habitants, monsieur, » répondit-elle, la voix ferme mais polie. Un silence s'installa, puis Adrien reprit, fasciné par la justesse de son élocution. « On sent, à vous entendre, que vous n'êtes pas né dans ce quartier. Votre accent, votre vocabulaire. » Élodie sentit son cœur se serrer, mais elle esquissa un sourire prudent. « La lecture est un luxe qu'on peut s'offrir, même pauvre, si l'on est curieux. J'ai eu la chance d'apprendre jeune. » Elle baissa les yeux, s'efforçant de changer de sujet. « Les fleurs souffrent bien plus que nous, sous la pluie. Elles perdent leur éclat en un instant. » Adrien, troublé, observa la jeune femme. La douceur de ses gestes, la noblesse naturelle de sa posture ne correspondaient pas à sa condition apparente. « Vous parlez des fleurs comme d'êtres chers, » murmura-t-il, presque rêveur. Élodie haussa les épaules.
Elles sont ma vie, monsieur. Et parfois, elles sont tout ce qu'il me reste. » Un bruit de pas précipité détourna leur attention. Une dame élégamment vêtue, le visage dissimulé sous un voile de dentelle, entra précipitamment dans la nef, accompagnée d'un valet. Elle s'arrêta, essoufflée, près du banc d'Élodie. « Pardonnez-moi, » dit-elle en balayant l'assemblée du regard. Le hasard, ou le destin, fit que la dame croisa les yeux d'Élodie. Elle parut hésiter, scrutant son visage avec insistance. « N'aurais-je pas déjà vu votre visage quelque part, jeune fille ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais chargée d'une étrange gravité. Élodie sentit la panique la gagner. « Je ne crois pas, madame. Je vends des fleurs au marché des innocents. Peut-être y êtes-vous passée. » La dame inclina légèrement la tête, comme si elle cherchait à faire remonter un souvenir lointain. « Peut-être. Votre voix me rappelle quelqu'un, mais je dois me tromper. » Elle s'éloigna, non sans jeter un dernier regard intrigué à Élodie. Adrien, témoin de la scène, sentit la tension qui étreignait la jeune femme. Il lui adressa un sourire rassurant. « Cette dame semblait certaine de vous connaître. » Élodie se leva brusquement, rangeant son panier contre elle. « Je dois y aller, monsieur. Ma mère m'attend. » Elle s'élança vers la sortie, laissant Adrien seul au milieu des colonnes froides. La tempête s'apaisa, laissant place à une pluie fine. Élodie traversa la place, son esprit en ébullition. L'idée d'avoir été reconnue, même vaguement, la terrifiait. Elle regagna la mansarde familiale, le souffle court. Sa mère, inquiète, l'attendait. « Tu es pâle, ma chérie. Il s'est passé quelque chose. » Élodie raconta l'épisode de l'église, sa voix tremblante. La vieille femme pâlit. « Si une dame de la cour t'a reconnue, nous sommes en danger. Tu dois être encore plus prudente, Élodie. » Élodie acquiesça, la gorge serrée. « Je ne retournerai plus à cette église. Je ferai attention, je te le promets. » Dans les jours qui suivirent, Adrien se surprit à chercher Élodie dans les rues, sous prétexte d'achats futiles ou de promenades. Il n'osait plus s'approcher ouvertement, mais son regard la suivait, avide, fasciné par ce mystère qu'elle incarnait. Chaque sourire échangé, chaque mot volé, devenait un trésor. Son entourage ne tarda pas à remarquer son agitation. Lucien, son ami fidèle, lui glissa à voix basse lors d'une soirée mondaine. « On parle beaucoup de toi, Adrien. On te dit distrait, épris d'une inconnue. » Le marquis haussa les épaules, feignant l'indifférence. « Ce sont des ragots. Je m'intéresse aux fleurs, voilà tout. » Mais la vérité n'échappait à personne. Lors d'un dîner, la marquise de Béllune aborda le sujet sans détour. « Adrien, il est temps de songer à ton rang. Fréquenter les marchés populaires n'est pas digne d'un Montclair. » Le marquis retint un sourire amer. Peut-être que la noblesse ne se mesure pas toujours à la naissance. Son père, d'un ton glacial, conclut la discussion. « Tu portes notre nom, garde le pur. Ne t'abaisse pas à des amitiés déplacées. » Malgré les mises en garde, Adrien ne parvenait pas à chasser l'image d'Élodie de son esprit. Il multiplia les détours par le marché, interrogea les enfants du quartier, laissa parfois quelques pièces dans le panier d'une vieille mendiante, espérant obtenir une information. Mais Élodie, consciente d'être surveillée, redoubla de prudence. Elle évitait les lieux trop fréquentés, écourtait ses échanges, fuyait au moindre signe de curiosité. Les commerces du quartier ne tardèrent pas à s'en mêler. « Elle parle trop bien pour une pauvresse », chuchotait l'une. « Et ce jeune homme en redingote toujours dans les parages, ce n'est pas net », ajoutait une autre. Élodie sentait peser sur elle le poids du soupçon. Chaque jour, la tension grandissait, le filet se resserrait. Un soir, alors que la lumière déclinait sur les toits de Paris, Élodie surprit une conversation entre deux voisines. « Elle attire le malheur, cette fille. On ferait bien de l'éviter. » Le sang d'Élodie ne fit qu'un tour. Pour la première fois, elle comprit que sa simple présence pouvait devenir un danger, non seulement pour elle, mais aussi pour sa mère et tous ceux qui l'entouraient. De son côté, Adrien reçut une lettre anonyme, soigneusement pliée et cachetée, glissée sous la porte de sa chambre. Les mots, brefs et menaçants, étaient clairs. « Un Montclair ne s'acoquine pas avec la boue.
songez-y, avant qu'il ne soit trop tard. La nuit, lourde de menaces et de secrets, enveloppa Paris d'un silence inquiet. Le destin d'Élodie et d'Adrien, plus incertain que jamais, semblait suspendu à un fil invisible, prêt à se rompre à la moindre erreur. Dans la pénombre de la mansarde, Élodie guetta le moindre bruit, les mains tremblantes. À la fenêtre, la pluie avait cessé, mais la tempête, elle, grondait encore dans les cœurs. Rien n'était plus comme avant, et chacun dans l'ombre avançait ses pions sur l'échiquier du destin. Le soleil déclinait sur la Seine, jetant sur Paris une lumière dorée qui effleurait les façades cossues du faubourg Saint-Germain. Dans l'antichambre parfumée de l'hôtel de la famille de Béllune, Élodie se tenait droite, son panier de fleurs serré contre elle. Son cœur battait à tout rompre, chaque battement résonnant comme un écho des souvenirs qu'elle s'efforçait d'étouffer. Elle avait reçu l'invitation le matin même, transmise par une domestique à la voix douce. On sollicitait sa présence pour garnir de fleurs fraîches les salons lors d'une grande réception aristocratique. Il était impossible de refuser. La promesse d'une rémunération inespérée primait sur la prudence. Mais dès qu'elle franchit les grilles du jardin, Élodie comprit que rien, ce soir, ne ressemblerait à ce qu'elle avait connu jusque-là. Les dorures, les rires étouffés, les étoffes bruissantes. Tout lui rappelait un passé qu'elle s'était juré d'oublier. Elle longea les murs, effaçant sa silhouette derrière ses brassées de roses et de pivoine. Les invités la dévisageaient, certains avec curiosité, d'autres avec un mépris à peine voilé. Deux jeunes femmes, perchées sur un canapé de velours, échangèrent un sourire moqueur à son passage. « Quelle idée charmante n'est-ce que passe d'inviter la pauvreté à notre table ?» glissa l'une, la voix mielleuse. L'autre, faussement indignée, ajouta « Elle sent presque la noblesse, cette petite. Peut-être un de ces fruits tombés de l'arbre pendant la tempête de juillet ?» Élodie sentit la brûlure de la honte lui monter aux joues, mais elle ne broncha pas. Elle avança la tête haute, déposant ses bouquets sur la table du buffet. Une main légère effleura son bras. Adrien, élégant dans son habit de soirée, se tenait près d'elle. « Ne faites pas attention à leurs propos, mademoiselle. Leur cruauté n'est que le reflet de leur ennui. » Son ton était doux, mais son regard trahissait une colère rentrée. Élodie, reconnaissante, hocha la tête sans répondre, consciente du poids des regards qui les observaient déjà. La soirée s'animait. Les domestiques circulaient, offrant coupes de champagne et amuse-bouche. Au centre du salon, un piano à queue luisait sous la lumière des lustres. Soudain, une jeune fille s'assit devant l'instrument et fit courir ses doigts sur les touches. Une mélodie, ancienne et grave, s'éleva, enveloppant la salle d'un voile de nostalgie. Élodie s'arrêta net. Ce prélude, elle le connaissait par cœur. C'était celui qu'on jouait aux réceptions du palais, quand elle était enfant. Les notes, limpides, résonnaient en elle, ravivant des souvenirs enfouis, des bals étincelants, le parfum de la lavande, la voix douce de sa mère lui murmurant d'être digne de son nom. Une larme menaça de perler à la commissure de ses cils. Élodie détourna la tête, mais un noble étranger, grand, le regard perçant sous une chevelure poivre et sel, s'approcha d'elle. Il portait la décoration d'un ordre lointain à la boutonnière de son frac. « Mademoiselle, vous avez l'air d'apprécier ce nocturne. » Elle inclina la tête, murmurant un simple « Oui, monsieur ». Il la scruta, insistant. « Votre visage m'est familier. N'auriez-vous pas été présenté à la cour de Silésie, il y a quelques années? Je me souviens d'une enfant à la chevelure sombre, fort douée pour la musique. » Il prononça alors, à voix basse, un nom royal qui glaça Élodie. Le sang d'Élodie se glaça. Son souffle se coupa. Et, dans un mouvement instinctif, elle recula d'un pas, effleurant la nappe blanche du buffet. « Je crains que vous ne me confondiez, monsieur. Je ne suis qu'une humble fleuriste. » Mais la panique affleurait dans sa voix, et ses mains tremblaient. Adrien, qui n'avait rien perdu de la scène, s'approcha prestement. « Est-ce que tout va bien, mademoiselle ?» Le noble étranger s'inclina poliment.
Je me trompe peut-être. Les souvenirs jouent parfois des tours. Mais son sourire, ironique, laissait entendre qu'il n'était pas dupe. Élodie, sentant le regard de tous se poser sur elle, se fraya un chemin vers le jardin, délaissant le salon surchauffé pour l'air frais de la nuit. Elle traversa la terrasse à grandes enjambées, les larmes brouillant sa vue. Derrière elle, des pas décidés la poursuivirent. Adrien la rejoignit sous la tonnelle, où la lumière des lanternes dessinait des ombres mouvantes. « Attendez, Élodie !» Elle s'arrêta, essuyant précipitamment ses joues. « Je vous en prie, laissez-moi. Je ne devrais pas être ici. » Adrien s'approcha lentement, une inquiétude sincère dans la voix. « Vous n'avez rien fait de mal. Mais je veux comprendre. Qui êtes-vous vraiment? Ce n'est pas la première fois que je perçois en vous autre chose qu'une simple vendeuse de fleurs. Ce soir, ce noble vous a reconnu. » Élodie secoua la tête, la voix étranglée. « Je ne suis personne. Je ne suis qu'Élodie Morel, fille d'une lingère tombée malade. » Elle serra ses bras autour d'elle, luttant pour reprendre contenance. « Vous vous trompez, monsieur. Je n'ai jamais mis les pieds dans un palais. » Mais ses larmes la trahissaient. Adrien, ému par sa détresse, s'approcha davantage, parlant tout bas. « Je ne cherche pas à vous nuire, Élodie, mais je vois la peur dans vos yeux, et je comprends qu'un danger plane. Si vous portez un secret, il est en sécurité avec moi. » Il s'arrêta, respectant la distance qu'elle imposait. « Je vous le promets, jamais je ne trahirai votre confiance. Je vous protégerai, quoi qu'il m'en coûte. » Un silence intense s'installa, seulement troublé par le bruissement des feuilles et la rumeur lointaine du bal. Élodie, submergée par l'émotion, laissa les larmes couler librement. « Vous ne pouvez pas comprendre tout ce que j'ai perdu, tout ce que je risque encore. » Adrien, d'une voix douce mais ferme, « Essayez-moi, Élodie, je ne suis pas comme les autres. » Elle le regarda enfin dans les yeux, y cherchant la vérité. La sincérité qu'elle y lut la bouleversa davantage. « Je n'ai plus rien, » murmura-t-elle. « Vous avez votre dignité, votre courage, » répondit-il. « Et, si vous le permettez, vous aurez mon amitié. » Soudain, des voix résonnèrent depuis la terrasse. « Où est passée la petite vendeuse? On la cherche pour le bouquet du salon bleu. » Élodie se redressa, essuyant ses larmes d'un geste fébrile. « Il faut que je retourne à l'intérieur. Ils ne doivent pas se douter. » Adrien la retint doucement par le bras. « Prenez garde à vous. Si jamais vous avez besoin d'aide, vous n'aurez qu'à me le demander. » Elle acquiesça, incapable de trouver les mots. D'un pas chancelant, elle regagna la lumière dorée des salons, retrouvant son masque de simplicité. Les regards curieux n'avaient rien perdu de l'échange, et la rumeur d'un mystère planait déjà sur elle. Adrien resta un instant dans le jardin, les yeux fixés sur la silhouette d'Élodie qui disparaissait dans la foule. Il sentit que désormais, rien ne pourrait l'empêcher de la protéger, ni l'opinion de sa famille, ni les menaces du monde auquel il appartenait. Mais dans l'ombre, le noble étranger observait la scène, un sourire énigmatique flottant sur ses lèvres, prêt à jouer sa propre partie. Ce soir-là, sous les dorures et les secrets, le destin venait de resserrer ses liens autour d'Élodie. Et dans l'air flottait la promesse d'un bouleversement qui changerait leur vie à jamais. Le matin s'étirait sur le bois de Boulogne, baigné d'une lumière dorée qui filtrait entre les feuillages. Adrien attendait, nerveux, près de l'allée Cavalière, tenant par la bride 2 chevaux dociles. Le chant des oiseaux peinait à couvrir les battements de son cœur. Quand Élodie apparut à l'angle du sentier, enveloppée dans une cape sombre, il sentit une chaleur familière l'envahir, mêlée d'inquiétude. Elle s'approcha en silence, le regard brillant, d'un mélange d'excitation et de crainte. « Je n'ai jamais monté seule, » avoua-t-elle, effleurant la robe lustrée du cheval gris. Adrien lui tendit la main, un sourire rassurant aux lèvres. « Je serai là. Faites-moi confiance. » Il l'aida à se hisser en selle, veillant à chaque geste, à chaque frémissement. Le contact de ses doigts contre les siens, la proximité de leur corps, tout semblait décupler la tension électrique entre eux. Ils chevauchèrent lentement sous les arbres.
le silence ponctué des sabots sur le tapis de feuilles. « C'est étrange, » murmura Élodie, la voix lointaine. J'avais oublié la sensation du vent sur mon visage, il y a si longtemps. Adrien la regarda, intrigué. « Vous montiez, autrefois ?» Un sourire fugace traversa les lèvres d'Élodie. « Oui, mon père aimait les chevaux. Il disait qu'on apprend la liberté en les écoutant. » Elle détourna la tête, comme pour chasser le souvenir. Mais tout cela appartient à une autre vie. Leurs rencontres se multiplièrent, secrètes, volées à l'aube ou au crépuscule. Ils se retrouvaient à l'écart du monde, dans le jardin d'une maison abandonnée, ou sous le couvert des arbres. Adrien lui apportait des livres, des pâtisseries, des promesses chuchotées, à la hâte. Il la questionnait, doucement, sur ses souvenirs. « Qui étiez-vous avant Paris ?» Élodie hésitait, révélant des fragments. Un château, une gouvernante italienne, des leçons de piano, puis la fuite, la pauvreté, la peur. Mais jamais elle ne prononçait le nom de sa famille, ni les raisons de leur chute. Tout ce que je peux vous dire, Adrien, c'est que j'ai connu la lumière, puis l'ombre, et que la vie ne m'a laissé qu'avec ma mère, et mes secrets. Il serrait alors sa main, le regard chargé d'une tendresse inquiète. Je n'ai pas besoin de tout savoir pour vous aimer, Élodie. Mais l'idylle fragile était assombrie par la réalité. Dès qu'ils quittaient leur refuge, le poids des différences sociales les rattrapait. Dans les rues, Élodie se sentait suivie, observée. À la maison, sa mère lisait l'angoisse sur son visage. « Tu t'exposes trop, ma fille. Si quelqu'un découvre la vérité, nous devrons fuir à nouveau. » Élodie l'enlaçait, la gorge serrée. « Je serai prudente, maman, je le jure. » Au même moment, dans les salons de la haute société, la marquise de Bellune ourdissait ses propres plans. « Il est temps, Adrien, de penser à ton avenir, » déclara-t-elle un soir, la voix pleine d'autorité. « Le duc de Malvoisin a une fille charmante et fort bien dotée. Nous organiserons vos fiançailles à la fin du mois. » Adrien pâlit, cherchant ses mots. « Mère, je ne suis pas prêt. » Elle le coupa, inflexible. « Il ne s'agit pas de tes états d'âme, mais du nom que tu portes. » Le marquis, en retrait, acquiesça d'un signe sec. « Tu feras ce qui est attendu de toi. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Élodie l'apprit au détour d'une conversation entre deux clientes du marché. La noce de Bellune et de Malvoisin, ce sera l'événement de l'année. Un vertige la saisit. Elle s'éloigna, le panier tremblant, les yeux humides. Le soir, elle confia sa détresse à sa mère. « Je n'ai pas le droit d'espérer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il ne pourra jamais choisir une fille comme moi. » Ta mère la serra contre elle. « Les destins ne se changent pas par l'amour seul, ma chérie. Peut-être serait-il plus sage de quitter Paris. » Élodie passa la nuit à veiller, le regard perdu dans la lueur des réverbères. L'idée de partir la déchirait, mais le danger grandissait chaque jour. Au matin, elle s'écrivit une lettre, la main tremblante, puis la déchira, avant d'avoir pu la glisser sous la porte d'Adrien. De son côté, Adrien s'efforçait de lutter contre la cage dorée de son devoir. Il évitait les dîners, repoussait les avances de la jeune duchesse, multipliait les prétextes pour retrouver Élodie. Mais la pression familiale s'intensifiait. Les regards devenaient soupçonneux, les rumeurs cruelles. Un soir, il osa tenir tête à sa mère. « Je refuse d'épouser une femme que je n'aime pas. » La marquise blêmit. « Tu nous couvriras de honte. Réfléchis bien, Adrien. Si tu t'entêtes, tu seras seul. » Élodie, de plus en plus isolée, sentait la ville se refermer sur elle. Elle se mit à préparer un maigre baluchon, cachant quelques économies sous une latte du plancher. Au fil de leur rencontre, son regard se chargea d'une tristesse nouvelle. « Peut-être devrions-nous cesser de nous voir, Adrien. Je ne veux pas être la cause de ta ruine. » Il lui prit les mains, la voix vibrante. « Je ne peux pas vivre sans vous. S'il faut tout quitter, je le ferai. » Élodie secoua la tête, bouleversée. Ce n'est pas si simple. Mais, dans le secret de son cœur, elle caressait la pensée d'un ailleurs, loin des menaces, loin des regards, où elle pourrait enfin respirer. La promesse d'un bonheur impossible la hantait.
tandis que le destin resserrait lentement son étau autour d'eux. Au loin, les cloches de Paris sonnaient la fin du jour. Une décision se préparait, silencieuse, au fond de la nuit. Rien n'était joué, et le choix de l'un ou l'autre pouvait encore tout bouleverser. L'aube s'étirait sur Paris, enveloppant la ville d'un voile gris et humide. Au marché des innocents, les cris des marchands rivalisaient avec les appels des clients matinaux. Élodie, émitouflée dans son châle, arrangeait nerveusement ses fleurs. Sa mère, restée à la mansarde, l'attendait avec une inquiétude croissante. Depuis plusieurs jours, l'atmosphère était lourde, saturée de rumeurs et d'inquiétudes, comme si l'orage couvait sous la surface tranquille de la routine. Ce matin-là, tout bascula. Un homme d'âge mûr, au dos voûté mais au regard perçant, s'approcha de l'étal d'Élodie. Il portait un manteau élimé, mais sa posture trahissait une discipline ancienne. Lorsqu'il posa les yeux sur elle, Élodie sentit un frisson glacé la parcourir, comme si un spectre du passé venait de surgir au détour d'une allée. Il s'arrêta, la fixa longuement, puis murmura « Mademoiselle, ou devrais-je dire Votre Altesse ?» Élodie blêmit, tentant de détourner le regard. « Vous faites erreur, monsieur. Je ne suis qu'une fleuriste. » L'homme esquissa un sourire amer. « On ne trompe pas un vieux serviteur du palais. J'ai changé vos langes, jadis, et assisté à vos leçons de musique. Je sais reconnaître une princesse en exil. » Autour d'eux, quelques clients commençaient à tendre l'oreille. Élodie sentit la panique monter. « Je vous en prie, partez. Je n'ai rien à vous donner. » Mais l'homme, s'approchant d'un pas, baissa la voix, teintée de menace. « Rien à donner? Pourtant, un peu d'argent pourrait acheter mon silence, à moins que vous ne préfériez que tout Paris apprenne la vérité. » La voix du vieil homme montait, volontairement plus forte. Les regards se tournaient vers eux. Une rumeur sourde commença à enfler. « On dirait que la petite cache un secret, » chuchota une poissonnière. Un jeune garçon, familier du marché, s'approcha inquiet. « Ça va, Élodie ?» Élodie, au bord des larmes, tenta de se dégager. « Laissez-moi tranquille, je vous en supplie. » Mais le vieil homme insista, saisissant son poignet. « Ce serait dommage que la police s'en mêle, n'est-ce pas ?» La scène attira bientôt une petite foule. Au loin, Adrien, venu en habit modeste pour ne pas attirer l'attention, aperçut le tumulte et reconnut la silhouette menacée d'Élodie. Il fendit la foule, le visage fermé, et sans hésiter, s'interposa entre elle et l'homme. « Lâchez-la immédiatement !» tonna-t-il, le regard noir. Le vieil homme, surpris, recula d'un pas, mais ne perdit rien de son arrogance qui s'imposta. Voilà donc le chevalier servant. Savez-vous, monsieur, à qui vous vous adressez? Cette fille n'est pas celle que vous croyez. Adrien planta son regard dans le sien, chaque mot clouant le silence autour d'eux. Je me fiche de ce que vous pensez savoir. Si vous touchez encore à cette jeune femme, c'est moi que vous aurez à affronter. Un murmure parcourut la foule, avide de scandale. Le marquis de Béthune, avec une fleuriste. Quelle honte! Souffla une commère. L'homme, voyant son pouvoir lui échapper, cracha au sol et s'éloigna en maugréant. Mais le mal était fait, la rumeur, déjà, s'envolait au-dessus des étals. Élodie, secouée, se cramponna au bras d'Adrien. « Je dois partir, Adrien. Je ne peux plus rester ici, tout le monde va parler. » Il tenta de la rassurer, mais elle recula, la voix brisée. « C'est trop dangereux pour moi, pour ma mère, pour vous aussi. » Un regard désespéré, puis elle disparut dans la foule, laissant Adrien seul sous les regards accusateurs. À peine rentrée à la mansarde, Élodie trouva sa mère, déjà informée par une voisine. « Nous devons fuir, Élodie. Ce n'est plus possible. » Les deux femmes emballèrent en silence leurs maigres biens. Dans la nuit qui tomba, elles prirent la route quittant Paris par les ruelles les moins fréquentées. Mais avant de partir, Élodie, la main tremblante, laissa une lettre sous la porte de l'hôtel particulier des Béthune, destinée à Adrien. À l'aube, Adrien découvrit la missive. « Mon cher Adrien, je n'ai pas la force d'affronter le monde ni de vous entraîner dans ma chute.
Pardonnez-moi de partir sans adieu. Protégez-vous, oubliez-moi. Élodie. Il relut la lettre, le cœur déchiré, puis, incapable de rester sans rien faire, courut chez sa sœur, Louise, la seule âme bienveillante de sa famille. Il la trouva dans son boudoir, penchée sur un roman. « Louise, je t'en prie, aide-moi. » Élodie a disparu. Je crois que je vais devenir fou. Louise referma son livre, inquiète devant la détresse de son frère. Qu'a-t-il bien pu se passer? Il lui raconta tout, la scène du marché, les menaces, la fuite d'Élodie. Louise l'écouta sans l'interrompre, puis posa une main douce sur la sienne. « Tu l'aimes, n'est-ce pas? Plus que ta réputation, plus que tout ce que notre nom peut t'offrir. » Il baissa les yeux, incapable de répondre. « Alors, va la chercher. N'écoute pas mère, ni les ragots. Qu'as-tu à perdre, sinon une vie de regret? » Adrien sentit une détermination nouvelle le gagner. « Mais si je la retrouve, je devrais affronter la colère de notre famille, le mépris du monde. » Louise sourit tristement. « Ce n'est pas le monde qui partage tes jours et tes nuits, Adrien. C'est ton cœur qui décide. » Il se leva d'un bond. « Merci, Louise. Je ne peux plus reculer. » La décision était prise. Adrien, résolu à braver la société, commença à interroger chaque recoin de Paris. Il retourna au marché, chercha des indices, interrogea les enfants, les marchands, jusqu'à ce que la moindre trace d'Élodie semble s'être volatilisée. Dans le même temps, les salons bruissaient d'un scandale grandissant. Le marquis de Bellune, épris d'une intrigante, une princesse déchue, déguisée en marchande. La marquise, outrée, fit fermer les portes de l'hôtel, interdisant à Adrien de paraître en public. Mais rien n'y fit. Le jeune homme, transfiguré par l'urgence de son amour, préparait déjà son départ, prêt à tout risquer pour retrouver Élodie, quitte à perdre son nom, sa fortune, son avenir. Dans une auberge aux abords de la ville, Élodie veillait sa mère malade. Les souvenirs de Paris la hantaient, et la douleur de l'absence d'Adrien la rongeait. Mais la peur restait la plus forte. « Il faut tenir, maman. Peut-être, ailleurs, pourrons-nous enfin vivre en paix. » Sa mère caressa son visage, murmurant « Tu as droit au bonheur, Élodie. Ne renonce pas à l'amour. » Pendant que la nuit étendait son manteau sur la campagne, Adrien, sur le seuil d'une nouvelle vie, fit le serment de ne plus jamais laisser la peur ni l'orgueil guider ses choix. Au loin, une étoile perça le ciel noir. Le destin, une fois encore, semblait prêt à bouleverser les certitudes, à offrir à ceux qui osaient aimer une chance inespérée. Mais l'heure des retrouvailles et des vérités n'avait pas encore sonné. Le vent printanier agitait les champs autour du petit village de Saint-Aubin, bousculant les branches en fleurs et les toisses de tuiles rouges. Sur la colline, le vieux couvent dominait la vallée, refuge discret pour celle que la vie avait meurtrie. Derrière ces murs blanchis, Élodie s'était réfugiée, trouvant dans la routine austère des sœurs une paix précaire. Sa mère, épuisée par la route et la peur, reposait dans une petite chambre attenante à l'infirmerie. Élodie, désormais vêtue d'une robe grise sans ornement, se fondait parmi les novices, servant à la cuisine ou au jardin, fuyant les regards indiscrets. Malgré l'apaisement relatif, l'angoisse ne la quittait pas. Chaque matin, elle craignait de voir surgir un visage du passé, un messager de Paris, un traître à la solde de ceux qui la poursuivaient. Pourtant, la vie s'écoulait lentement, rythmée par les cloches et les prières. Jusqu'à ce qu'un soir, alors qu'elle puisait de l'eau près du vieux puits, un étranger apparut à l'orée du verger. Adrien, le visage creusé par la fatigue et l'espoir, s'arrêta net en la voyant. Son cœur tambourinait dans sa poitrine, envahi par l'appréhension et la joie mêlée. « Élodie » souffla-t-il, la voix rauque. Elle se figea, l'amphore tremblante entre ses mains. Un instant, elle crut rêver. « Adrien, comment m'as-tu trouvé ?» Il s'approcha, les yeux brillants d'émotion. « Je n'ai jamais cessé de te chercher. Paris, les routes, les auberges. J'ai suivi chaque trace, chaque rumeur. » Il hésita, puis avança d'un pas. « Tu m'as manqué, Élodie.
Rien ne pouvait me retenir loin de toi. Une larme silencieuse roula sur la joue d'Élodie. Elle s'efforça de sourire, mais sa voix tremblait. Je ne voulais pas te mettre en danger. Ici, nous sommes à l'abri. Ma mère a besoin de repos. Adrien s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. Élodie, je ne suis pas venu pour te juger, ni pour t'arracher à ta vie. Je veux te protéger, t'aimer, où que tu sois. Un silence les enveloppa, chargé de tous les mots tus depuis leur séparation. Au loin, les cloches du couvent sonnèrent l'Angélus, rappelant aux âmes perdues que le monde, malgré tout, continuait de tourner. Ils s'installèrent à l'ombre d'un pommier, à l'abri des regards. Adrien, fébrile, osa briser le silence. « J'ai besoin de comprendre, Élodie. Qui es-tu vraiment ?» Elle baissa les yeux, hésitant encore à révéler ce qu'elle avait enfoui au plus profond d'elle-même. Mais la tendresse dans le regard d'Adrien lui donna le courage d'ouvrir enfin son cœur. « Je m'appelle Élodie de Lusignan. Mon père était le duc Charles-Emmanuel, cousin du roi déchu. J'ai grandi à la cour entre les dorures et les livres, jusqu'à ce que la Révolution balaie tout. Nous avons fui, changé de nom, vécu caché. J'ai vu tomber nos amis. J'ai vu ma mère dépérir sous le poids du chagrin et de la peur. Si l'on me reconnaît, nous sommes toutes deux perdues. » Adrien serra plus fort ses mains, bouleversé. « Tu es la fille du duc de Lusignan. Tout s'explique. Mais tu n'es pas seule, Élodie. Je jure de te protéger, même contre le monde entier. » Elle secoua la tête, la voix étranglée. « Tu ne comprends pas. Il y a des hommes à Paris qui n'ont jamais accepté la chute de la monarchie. Si je suis retrouvé, ils pourraient s'en prendre à ma mère ou à toi. » Il la regarda avec gravité. « Peu m'importe la société, la famille ou le passé. Je veux t'emmener loin d'ici. Quittons la France, Élodie. Trouvons ensemble un lieu où rien ne pourra nous séparer. » Elle hésita, la gorge nouée par la peur et le désir. « Et ma mère, elle ne survivra pas à un nouveau départ. Et toi, Adrien, tu sacrifierais ton nom, ton avenir, pour moi. » Il posa une main douce sur sa joue. « Sans toi, tout cela n'a plus de sens. Je préfère l'exil à la vie sans ton amour. » Élodie laissa couler ses larmes, partagées entre l'espoir fou de ce bonheur offert et la terreur de tout perdre à nouveau. « Laisse-moi réfléchir. Je dois parler à ma mère, trouver la force de choisir. » Adrien acquiesça, respectant son trouble. « Je t'attendrai, Élodie, aussi longtemps qu'il le faudra. » Dans la lumière dorée du soir, ils restèrent là, enlacés dans le silence, tandis que la brise emportait au loin les peurs et les promesses. Mais déjà, dans les salons de la noblesse parisienne, la nouvelle de la disparition du marquis de Bellune et de la mystérieuse Élodie circulait, enflant d'heure en heure. Des soupçons naissaient, des recherches s'organisaient. On parlait d'un amour interdit, d'un scandale prêt à éclater, d'un secret enfoui qui menaçait de tout emporter. Au couvent, Élodie rejoignit sa mère, le cœur lourd. Dans la pénombre de la petite chambre, elle lui confia la demande d'Adrien, la peur au ventre. Sa mère, les yeux brillants, serra sa main. « Va, ma fille, n'aie pas peur de l'avenir. Le bonheur se mérite, même au prix de l'exil. » Cette nuit-là, Élodie ne trouva pas le sommeil. Entre les murs silencieux du couvent, elle comprit que le choix qu'elle ferait bouleverserait à jamais leur destin. Au petit matin, la cloche du village sonna l'alerte. Des cavaliers inconnus approchaient, porteurs de questions et de menaces. Le temps de la décision était venu, et la fuite ne pouvait plus attendre. Le ciel de Paris, ce matin-là, semblait plus bas, plus oppressant qu'à l'ordinaire. Dans le grand salon aux boiseries sombres, Adrien faisait face à son père, le marquis de Bellune, dont la colère se lisait dans la blancheur crispée des jointures. La marquise, droite dans son fauteuil, n'osait interrompre l'affrontement. « Tu entends, Adrien, si tu poursuis cette folie, tu ne seras plus mon fils. Je t'effacerai de la lignée. Tu n'auras ni titre, ni fortune. » La voix du marquis claqua comme un fouet. Adrien soutint le regard de son père, la mâchoire contractée. « Je préfère être pauvre et libre que riche et prisonnier de vos conventions. » Un silence de plomb s'abattit.
La marquise laissa échapper un sanglot étouffé. Le marquis se leva, tremblant de rage. « Tu n'auras rien, Adrien. Absolument rien. » Dehors, la nouvelle de la fuite d'Élodie et de sa mère s'était déjà frayé un chemin jusqu'aux oreilles des autorités. Un agent du gouvernement, zélé et ambitieux, avait intercepté une lettre compromettante. Il n'avait fallu que quelques heures pour remonter la piste de la jeune femme jusqu'au couvent de Saint-Aubin. Dans son rapport, il écrivait « L'individu connu sous le nom d'Élodie Morel se fait passer pour une princesse disparue. Il est du devoir de l'État de l'appréhender et de la remettre aux autorités compétentes. » Au couvent, Élodie sentit l'angoisse la rattraper. La mère supérieure entra dans la chambre où elle veillait sa mère. « Ma fille, des hommes sont venus. Ils posent des questions, trop précises pour être honnêtes. Vous devez partir, ce soir même. » Élodie hocha la tête, le visage pâle. « Merci, ma mère. Je n'oublierai jamais votre bonté. » Ce fut Louise, la sœur d'Adrien, qui apporta la nouvelle au jeune homme. « Ils savent, Adrien. Ils arrivent. J'ai contacté M. Delmas, il connaît un passeur sûr près de la frontière. Mais il faut faire vite. » Adrien, sans hésiter, rassembla quelques alliés de confiance, des amis d'enfance, des domestiques dévoués. Chacun reçut ses instructions, faux papiers, vêtements de paysans, chevaux frais. Louise glissa à son frère un paquet de lettres et une bourse lourde. « Prends ceci et promets-moi de revenir, un jour, avec elle. » Adrien serra sa sœur dans ses bras, la voix rauque. « Je te le jure. » À la tombée de la nuit, le convoi se mit en route. Élodie, dissimulée sous une coiffe de servante, soutenait sa mère chancelante. Adrien, vêtu comme un charretier, marchait à leur côté, l'œil aux aguets. Un petit groupe loyal fermait la marche. Les sentiers de traverse étaient boueux, semés d'embûches. À chaque bruit, Élodie sursautait. « Ils nous rattraperont, Adrien. C'est inévitable. » Il lui serra la main, déterminé. « Je t'ai promis de te protéger. Rien ne nous séparera plus. » À l'arrière, Louise, restée en retrait, retarda les poursuivants en semant de faux indices. Une cape abandonnée, des traces de pas dans la mauvaise direction, un mot glissé à une diligence. Égassimo, Gonsentance. Mais les hommes du gouvernement gagnaient du terrain. Leur chef, l'agent Girard, fouillait chaque relais, chaque auberge, brandissant son mandat. « Ils sont proches. Nous devons accélérer », murmura Adrien à l'oreille de Delmas, le passeur. Encore 2 lieues jusqu'à la rivière. Après, la frontière n'est plus qu'à 1 heure. La nuit était noire, percée seulement par la lumière des lanternes. Au détour d'un chemin, la voix d'un cavalier retentit. « Halte! Qui va là ?» Le groupe s'arrêta, le souffle court. Adrien fit signe à Élodie de se cacher derrière une haie. Il avança seul, la voix assurée. « Nous sommes des fermiers en route pour la foire de Montbrun. Nos papiers sont en règle. » Le soldat hésita, examina la liasse, puis hocha la tête. « Passez. Mais attention, la région n'est pas sûre cette nuit. » Une fois hors de vue, Élodie laissa échapper un sanglot. « J'ai cru que tout était perdu. » Adrien la prit dans ses bras, son souffle chaud contre son front. « Tant que tu es à mes côtés, rien n'est perdu. » Les mots, murmurés dans l'obscurité, portaient le poids de tout ce qu'ils avaient traversé. Enfin, le groupe atteignit la rivière. Le passeur, un homme massif au regard bienveillant, les fit embarquer sur une barque. La traversée fut silencieuse, seulement troublée par le clapotis de l'eau et les sanglots étouffés de la mère d'Élodie. Sur l'autre rive, la frontière n'était plus qu'à quelques centaines de mètres. Mais, soudain, des aboiements retentirent. « Ils sont là !» cria Delmas. Adrien tira Élodie et sa mère à l'écart, courant à travers champs, fuyant les lanternes qui balayaient la nuit. Ils s'écroulèrent dans un bosquet, le souffle coupé. Élodie, haletante, se tourna vers Adrien, les yeux pleins de larmes et de lumière. « Je ne peux plus fuir, Adrien, je n'en ai plus la force. » Il caressa sa joue, la voix brisée d'émotion. « C'est toi ma force, Élodie. Je t'aime. Je t'aime plus que tout ce que j'ai perdu. » Elle ferma les yeux, laissant couler ses larmes.
Moi aussi, Adrien. Je t'aime depuis le premier jour. Je n'ai jamais cessé. Autour d'eux, la nuit semblait suspendue. Les bruits de la poursuite s'éloignaient peu à peu. Adrien serra Élodie contre lui, sentant la chaleur de son cœur battre contre sa poitrine. « Promesse-moi de ne plus jamais me quitter », murmura-t-il. « Je te le promets », répondit-elle dans un souffle. Au loin, la lumière de la frontière pointait enfin. L'aube naissante leur ouvrait un chemin vers l'inconnu, mais aussi vers l'espoir. Derrière eux, la France bruissait déjà des rumeurs de cette fuite scandaleuse. Un marquis déchu, une princesse retrouvée, un amour plus fort que la haine et les frontières. Mais le danger n'était pas écarté, et la route vers la liberté restait semée d'embûches. Dans la pâleur du matin, Élodie et Adrien avancèrent, main dans la main, prêts à affronter l'avenir ensemble, coûte que coûte. La lumière dorée du soir baignait la campagne toscane, enveloppant la petite villa où Élodie et Adrien avaient trouvé refuge après leur fuite effrénée. Là, au milieu des oliviers et des cyprès, la peur s'était muée en fatigue, puis en un apaisement fragile. Les collines ondulaient à perte de vue, mais le véritable havre se trouvait à l'intérieur des murs de la maison où l'amour, la tendresse et la promesse d'une vie nouvelle tissaient des liens plus solides que la pierre. Dès les premiers jours, Élodie avait su que sa mère ne se remettrait pas des épreuves traversées. Madame de Lusignan passait ses journées dans une chambre baignée de soleil, sa main fine reposant dans celle de sa fille. Adrien, attentif, veillait à ce que rien ne manque, mais il voyait dans le regard d'Élodie une inquiétude qu'il ne pouvait apaiser. Une nuit, alors que le silence n'était troublé que par le souffle régulier des feuillages, Élodie s'assit au chevet de sa mère. « Maman, tu es au bout du voyage, n'est-ce pas ?» La vieille femme esquissa un sourire, caressa la joue de sa fille. « J'ai vu la peur, j'ai vu la fuite, mais ce soir, je vois l'amour. C'est tout ce qu'une mère peut espérer pour son enfant. » Les larmes d'Élodie coulèrent sans retenue. « Je ne veux pas te perdre. Tu ne me perdras jamais, ma chérie. Je resterai là, dans chaque chanson, dans chaque sourire que tu donneras. » Au matin, la maladie emporta Madame de Lusignan. Avant de partir, elle bénit l'union d'Élodie et d'Adrien d'une voix faible mais pleine de paix. « Aimez-vous envers et contre tout. Ne laissez jamais le monde vous arracher ce que vous avez trouvé ensemble. » Son souffle s'éteignit, alors que le soleil levant caressait son visage, et une ère nouvelle commença pour Élodie. Le deuil fut doux, partagé dans le silence de la villa. Adrien, les yeux rougis, entoura Élodie de 1000 attentions. Mais la douleur de la perte se mêlait à celle, plus sourde, du rejet. Les journaux de Paris, puis ceux de Florence et de Rome, ne tardèrent pas à relayer la nouvelle du scandale. Un marquis déchu par amour pour une princesse en exil. La disgrâce du fils Bellune secoue la noblesse parisienne. Les lettres de la famille, de faux amis, de connaissances lointaines, arrivaient chaque semaine, chargées de reproches, d'ironie, parfois de menaces voilées. Adrien les lisait sans fléchir, mais chaque mot l'isolait davantage de son passé. Pourtant, dans le cercle des exilés, une autre vie s'organisait. Des familles venues de France, d'Autriche, de Pologne s'installaient dans les alentours. Une solidarité discrète liait ces âmes blessées. On partageait les nouvelles, les souvenirs, les recettes, les secrets. La villa devint un lieu de passage, d'accueil, parfois de refuge pour ceux qui fuyaient la politique ou la guerre. Élodie, libérée de la peur d'être reconnue, trouva un sens nouveau à sa vie. Un matin, elle descendit au village, une pile de partitions sous le bras. « Je voudrais offrir des leçons de musique aux enfants », dit-elle à la maîtresse de l'école. La femme, d'abord méfiante, fut séduite par la douceur et la passion d'Élodie. Bientôt, dans la salle commune, les voix des enfants s'élevèrent, maladroites puis assurées, guidées par le piano qu'Adrien avait réparé. « Très bien, Georgia. Recommence ce passage. Et toi, Marco, écoute le rythme du cœur, pas seulement celui du métronome. » Les rires des enfants résonnaient dans la villa,
redonnant à Élodie une joie qu'elle croyait perdue. Un matin, alors qu'elle corrigeait une partition, Adrien s'assit près d'elle, un air grave au visage. « Je dois trouver du travail, Élodie. Je ne veux plus dépendre d'un nom qui ne signifie rien ici. » Elle leva vers lui un regard inquiet. « Mais tu n'as jamais rien fait d'autre ?»« Justement. Il est temps d'apprendre. J'ai entendu dire que le domaine voisin cherche un intendant. Je pourrais m'occuper des récoltes, des comptes. Ce serait un début. » Élodie lui prit la main, la voix tremblante, mais fière. « Je t'admire, Adrien. Ta force, c'est de tout recommencer sans peur. » Il sourit, un peu amer. « J'ai peur parfois, mais je ne reculerai plus. » Le soir, ils retrouvaient leur cercle d'exilés. Les dîners étaient simples mais animés. On évoquait le passé, on rêvait d'avenir, on chantait, on riait, on pleurait parfois. Les enfants s'endormaient sur les genoux d'Élodie, tandis qu'Adrien racontait des histoires de France, de batailles perdues ou de bals éclatants. Une nuit, alors que la villa dormait, Élodie se glissa sur la terrasse et contempla le ciel étoilé. Adrien la rejoignit, la serra dans ses bras. « Tu regrettes » murmura-t-il. Elle secoua la tête, posant son front contre le sien. « Jamais. Je donnerai tout pour ce que nous avons construit ici. » Pourtant, au loin, l'Europe bruissait encore du scandale. Des émissaires circulaient, des informateurs se glissaient dans les villages frontaliers. Mais la petite communauté veillait, soudée par l'exil, par la mémoire et par l'espoir. Un matin, alors que le chant d'un enfant résonnait dans la salle de musique, Élodie sentit un frisson d'inquiétude. Une lettre, venue de Paris, attendait sur le seuil de la villa. Elle la prit, le cœur battant, et la lut d'une traite. Le danger semblait s'éloigner, mais rien n'était jamais acquis. Tandis que la villa s'emplissait de musique et de rire, Élodie et Adrien savaient que leur bonheur, désormais, dépendait de leur courage et de leur solidarité. La vie, fragile et précieuse, leur offrait une seconde chance, mais le passé n'avait pas dit son dernier mot. Des années avaient passé depuis la fuite effrénée, les adieux douloureux et les nuits d'angoisse. Dans leur villa adossée aux collines toscanes, Élodie et Adrien menaient une existence simple, loin des fastes et des intrigues de Paris. La vie, ici, était tissée de gestes quotidiens, de rires d'enfants, de la lumière changeante sur les oliviers et d'une paix conquise à la force du cœur. Chaque matin, Élodie ouvrait les volets sur la vallée, respirait l'air neuf, puis se dirigeait vers la petite école du village où elle enseignait la musique et le français. Les enfants, italiens ou venus de Pologne, d'Autriche ou de France, l'adoraient. Elle leur apprenait à chanter, à reconnaître dans les notes un réconfort et une promesse de lendemain. Les mères venaient de la remercier après les leçons, murmurant parfois « Vous avez changé la vie de mon fils, Madame Élodie. » Elle souriait, touchée, et répondait « C'est la musique qui fait les miracles, pas moi. » Adrien, lui, travaillait au champ, puis au domaine voisin où il gérait les récoltes. Ses mains, autrefois inexpertes, avaient gagné la dureté du labeur. Il s'enorgueillissait d'un salaire honnête, d'un vin qu'il goûtait avec ses compagnons à la veillée, de la confiance du propriétaire. Le soir, il retrouvait Élodie sur la terrasse, et ils partageaient le pain, le vin, les souvenirs et les projets. « Tu te souviens de Paris ?» lui demanda-t-il un soir d'été, alors que la brise caressait leur visage. Elle acquiesça, les yeux perdus dans l'horizon. « Je me souviens du bruit, du froid, de la peur, mais surtout de la première fois où tu m'as regardé comme si j'étais la seule au monde. » Il lui prit la main, la serra doucement. « Tu l'es toujours. » Au fil des saisons, leur histoire devint un exemple parmi les exilés. On venait consulter Élodie pour des conseils, des recommandations, un mot d'espoir. Les femmes qui avaient tout perdu trouvaient auprès d'elle un soutien, un modèle de dignité et de renouveau. « Comment as-tu fait, Élodie ?» Elle haussait les épaules, le sourire sincère. « J'ai aimé, c'est tout. J'ai appris à ne plus avoir peur. » Leurs soirées accueillaient souvent des familles réfugiées.
Les enfants jouaient dans le jardin. Les adultes échangeaient des nouvelles, des lettres, des souvenirs. Adrien et Élodie écoutaient, consolaient, encourageaient, sans jamais imposer leur histoire. Mais tous la connaissaient. On disait, s'ils ont pu tout quitter pour l'amour, alors nous aussi, nous pouvons recommencer. En matin de printemps, un courrier officiel arriva de France. Adrien, surpris, lut à haute voix. Par décret royal, une amnistie générale est proclamée. Tous les exilés peuvent rentrer sans crainte de représailles. Il leva les yeux vers Élodie, cherchant sur son visage un signe d'émotion. Elle resta silencieuse un instant, puis secoua la tête. Paris ne m'appartient plus. Ma vie, c'est ici. Je n'ai plus besoin de titre ni de palais. Il sourit, soulagé. Moi non plus. Ici, je sais qui je suis. Elle lui répondit dans un murmure. Nous avons gagné bien plus que ce que nous avons perdu. Les années passant, la légende de leur amour grandit parmi les communautés d'exilés. On murmurait leur histoire à la veillée, comme un conte vrai. La princesse oubliée et le marquis déchu, unis malgré la disgrâce, l'errance et la pauvreté. Leur courage, leur fidélité, inspiraient ceux qui doutaient encore du pouvoir du cœur sur le destin. Un soir, alors que la villa s'emplissait du parfum des jasmins, Élodie observa Adrien, penché sur un livre à la lumière d'une lampe. Elle se glissa à ses côtés, lui caressa la joue. « Es-tu heureux, Adrien ?» Il leva les yeux, ému, et répondit sans hésiter. « Je le suis depuis que tu as choisi de rester à mes côtés. » Elle posa sa tête sur son épaule, et tous deux écoutèrent le silence tranquille de la nuit. Loin des palais, des bals et des regards pesants, ils avaient trouvé leur liberté, leur identité. Leur cœur battait à l'unisson, indifférents aux titres et aux frontières, forts du seul serment qui compte, celui de l'amour, plus puissant que la mémoire du sang ou la vanité de la réputation.